Bienvenue à bord, mais soyez prudents, car ce voyage n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, nous retrouvons Mathilde et Jonas, après leur découverte du journal du capitaine Lorca. Ceux qu'ils y ont lu, ces récits d'horreur marine et de rituels oubliés, n'a fait qu'attiser leur quête de réponse. Quel est ce culte mystérieux qui semble rôder dans les ombres? Quelle vérité se cache dans les murmures des profondeurs? Aujourd'hui, je vous invite à suivre leur enquête. Entre les rayonnages poussiéreux d'une bibliothèque et une confrontation avec un homme hanté par son héritage, ils s'approchent pas à pas de l'indicible. Mais attention, à chaque découverte, leur salut semble s'éloigner davantage. Installez-vous confortablement, tamisez les lumières, et laissez-moi vous guider dans ce nouveau chapitre des archives oubliées. Mais souvenez-vous, une fois le voyage entamé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le bruit monotone de l'horloge résonnait dans l'appartement silencieux de Jonas. Depuis leur retour, un poids invisible semblait s'accrocher à ses épaules. Le journal du capitaine Lorca était posé sur la table basse, chaque page feuilletée semblant exsuder une sorte de malédiction. Ils n'avaient pas réussi à le relire depuis leur découverte. Chaque nuit, ils revoyaient cette entité au regard abyssal, immobile mais omniprésente. Ses ombres dansaient à la périphérie de sa vision, même lorsqu'il était éveillé. Mathilde, de son côté, n'était pas en meilleure posture. Elle rêvait sans cesse de ses compagnons perdus, leurs cris résonnant dans un écho sans fin. Un matin, Jonas reçut un appel. La voix de Mathilde tremblait légèrement, mais elle proposa une idée. On ne peut pas rester comme ça. On doit comprendre ce qui nous arrive. Retrouvons-nous à la bibliothèque demain. Il doit bien y avoir des récits anciens sur ce phare ou ce culte. Jonas acquiesça, l'impression de toujours être observé grimpant le long de sa colonne vertébrale. La bibliothèque était vaste, ses rayonnages s'étendant jusqu'au plafond. L'éclairage tamisé projetait des ombres mouvantes, donnant une atmosphère presque sacrée au lieu. Mathilde et Jonas se mirent rapidement à chercher des ouvrages sur des phares isolés, des cultes anciens et des mythes marins. Ils croisèrent le chemin de l'un des employés. Un homme à l'air fatigué, le regard fuyant. Il se présenta sous le nom de Lucien. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-il d'un ton hésitant. Mathilde exposa leurs recherches. Le visage de Lucien se figea un instant avant qu'il ne les guide vers une section reculée de la bibliothèque. Là, ils trouvèrent des récits évoquant un culte marin connu sous le nom de l'Appel des Abîmes, mentionné à travers des fragments d'archives. Un passage évoquait une figure centrale, une créature appelée Talassarot que les adeptes tentaient de réveiller. Lucien, soudain nerveux, murmura « Vous devriez abandonner cette recherche. Ceux qui s'intéressent à ces histoires disparaissent. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus. Jonas échangea un regard avec Mathilde. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, un bruit sourd résonna derrière eux. Lucien se tenait là, un couteau à la main, le regard déformé par une haine incompréhensible. Le combat fut brutal mais bref. Jonas parvint à assommer l'assaillant, découvrant sous sa manche un tatouage étrange. Une spirale qui semblait avaler la lumière. Un indice, mais aussi une confirmation qu'ils étaient sur la liste de mauvaises personnes. Avant de quitter la bibliothèque précipitamment, Mathilde trouva une mention d'un nom, Angelo Lorca, et d'un descendant vivant non loin d'une petite ville côtière. La cabane du pêcheur, isolée au bord de la falaise, semblait abandonnée. Les planches étaient grises et fondues par les intempéries, et les fenêtres étaient couvertes de crasse. Pourtant, une lueur vacillante perçait à travers les rideaux effilochés. Jonas et Mathilde échangèrent un regard, et il frappa doucement à la porte. « Entrez, c'est ouvert. » La voix rauque de l'intérieur les figea un instant.
Ils poussèrent lentement la porte, le grincement amplifiant l'atmosphère oppressante. L'intérieur était exigu, encombré de meubles délabrés et de piles de vieux livres. Avant qu'ils n'aient pu dire un mot, une silhouette émergea de l'ombre derrière eux. Une arme à feu scintillait dans la lumière vacillante. « Ne bougez pas! Montrez-moi vos poignets !» Ezio Lorca se tenait là, le regard perçant et méfiant, le revolver fermement pointé sur eux. Jonas et Mathilde levèrent lentement les mains, dévoilant leurs bras. L'homme examina leurs poignets, cherchant avec insistance un tatouage qui n'existait pas. Après un long moment de silence, il baissa enfin son arme, bien que sa méfiance ne disparût pas totalement. Si vous êtes venu ici pour me tuer, vous cachez bien votre jeu en tout cas. Bon, qui êtes-vous et pourquoi vous voulez me voir ? Mathilde répondit d'une voix calme, essayant de détendre l'atmosphère. Nous ne sommes pas avec eux, monsieur Lorca. Nous cherchons des réponses. Nous savons pour le capitaine Angelo Lorca, votre ancêtre. Nous savons aussi pour l'œil des profondeurs. Ezio fronça les sourcils, ses yeux se posant sur Mathilde. Vous ne savez rien. Si vous aviez prononcé le sort, vous seriez déjà perdu. Quel sort ? Bon. L'artefact maudit que vous mentionnez, il est bien plus qu'un simple objet. Il contient des fragments d'une vérité que l'humanité ne devrait jamais approcher. Cet artefact, l'œil des profondeurs, c'est la clé pour entrer dans une cité. Mais... oh, pas n'importe quelle cité. Une cité sous-marine, antique, perdue depuis des millénaires. Une cité ? Oui, une cité où règne un dieu endormi. Le culte, ils le savent évidemment. Ils veulent l'éveiller. Et cet artefact dont vous parlez, c'est leur outil. Mathilde avança timidement, prenant une chaise pour s'asseoir. Alors, pourquoi ne pas détruire cet artefact ? Si c'est aussi dangereux, pourquoi le garder ici ? Détruire un tel objet ? Mais c'est impossible. Il est lié à cette chose. C'est comme un morceau de son esprit ou de son âme. Non, je l'ai gardé ici pour que personne d'autre ne s'en serve. Mais si vous voulez une chance de survie, écoutez-moi bien. Prenez cet artefact et partez pour l'île. C'est votre seule chance. Jonas recula légèrement choqué. « Vous voulez qu'on l'emmène là-bas ?» Ezio s'avança vers eux, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. Écoutez-moi. L'œil, c'est la clé pour rentrer dans cette cité. Vous devez trouver un capitaine, un bateau, et aller sur cette île. C'est là-bas que vous trouverez des réponses. Ou votre fin. Pour ce que ça change de toute manière. Une tension lourde s'installa dans la pièce. Jonas et Mathilde comprirent qu'ils n'avaient pas le choix. Ezio marcha jusqu'à une vieille commode, ouvrit un tiroir et sortit une boîte en bois verrouillée. Il tendit la boîte à Jonas, son regard plus grave que jamais. Bon, allez, faites vite. Le temps n'est pas de votre côté. Et surtout, souvenez-vous, le culte ne vous laissera jamais en paix. Jonas et Mathilde sortirent de la cabane, l'artefact soigneusement rangé dans la boîte en bois que Jonas serrait fermement contre lui. L'air froid de la nuit les enveloppa aussitôt, mais cela ne parvint pas à apaiser la tension qui les habitait. Ezio les suivit jusqu'au seuil de la porte, son revolver toujours en main, comme s'il s'attendait à ce que des ombres surgissent de nulle part. Maintenant, allez-vous-en, et ne revenez jamais. Si vous restez trop longtemps ici, ils viendront pour vous. Et pour moi aussi. Ezio les observa descendre le sentier rocailleux menant à leur voiture, puis referma la porte d'un geste sec. Avant de disparaître à l'intérieur, il murmura pour lui-même, le regard perdu dans l'obscurité. « Si seulement vous saviez ce qui vous attendait. » Le bruit du moteur résonna bientôt dans la nuit. Jonas et Mathilde s'éloignant rapidement de ce lieu maudit. Dans l'habitacle, le silence pesait. Tu crois qu'il disait la vérité ? Jonas hocha la tête, les yeux rivés sur la route déserte devant eux. Je ne sais pas, mais regarde où on en est. La vérité ou pas, il faut aller jusqu'au bout maintenant.
Mathilde se tourna vers la boîte posée sur ses genoux. Malgré elle, elle sentit un frisson glacial parcourir son échine, comme si l'objet à l'intérieur la fixait. Jonas ne répondit pas, mais son expression résolue parlait pour lui. Et il n'avait plus le luxe du doute. La cabane était plongée dans un silence pesant, seulement perturbé par le grincement des bois sous la pression du vent. Ezio, assis à sa table, fixait une bouteille de whisky presque vide à ses côtés. Son revolver reposait sur la table, à portée de main. Soudain, un craquement sourd résonna à l'extérieur, suivi d'un mouvement furtif visible à travers une fenêtre sale. Ezio se redressa, l'arme fermement dans sa main. « Y a quelqu'un » Aucune réponse. Juste le gémissement du vent qui s'engouffrait entre les planches mal ajustées. Ezio se leva lentement, ses pas résonnant sur le sol. Il jeta un coup d'œil derrière la porte, puis dans l'ombre de la pièce. Sa respiration était haletante, mais son regard restait fixe. Une ombre se glissa rapidement derrière lui, silencieuse comme une brume épaisse. Il pivota brusquement, le revolver pointé devant lui. Je ne vous laisserai pas ! Un mouvement rapide, un éclat métallique, et l'arme chuta au sol dans un fracas. Ezio recula, une main pressée contre son flanc, son visage tordu de douleur. Vous ne savez pas ce que vous libérez. L'assassin resta immobile un instant, observant la scène. Puis, sans un mot, il partit. Alors qu'il disparaissait dans la nuit, la cabane retomba dans un silence lourd. Des murmures indiscernables emplissaient la pièce. Se mêlant au gémissement du vent, Ezio poussa son dernier soupir.